Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Brahms, qui est un projet que j'ai développé donc, dans le cadre, d'un projet avec mon institut, donc, qui est l'Institut royal d'aéronomie spatiale de Belgique, qui est situé sur le plateau d'Uccle. Brahms est en fait l'acronyme de Belgian Radio Meteor Stations. Donc c'est un réseau de stations radio dont le but est d'observer et de détecter, de caractériser les météoroïdes qui tombent dans l'atmosphère au-dessus de la Belgique. Alors, pour donner un titre un petit peu plus accrocheur, j'ai parlé de symphonie. Est-ce qu'on peut vraiment parler de symphonie? Je vous laisserai juge à la fin. Mais juste la manière dont on acquiert ces données radio fait qu'en fait, on peut entendre un signal. Et je vous ferai écouter tout à l'heure. Donc, un petit aperçu sur le contenu de cet exposé. Donc, je vais très brièvement, parce que je pense que vous n'êtes pas tous des spécialistes des météores, donc vous donner quelques informations générales sur les météores. Ensuite, je vais décrire le principe général de l'observation radio des météores, et puis vous décrire en détail le réseau Brahms lui-même et ses objectifs principaux. Donc, quelques informations générales sur les météores. D'abord, il faut savoir qu'il y a trois termes qui se ressemblent très fort, mais qui désignent en fait des phénomènes différents. Le premier, c'est le météoroïde. Alors, le météoroïde, c'est véritablement l'objet solide lui-même. C'est, comme c'est expliqué là, c'est un objet solide qui se déplace dans l'espace interplanétaire, donc qui tourne en fait finalement autour du Soleil. Ce sont essentiellement des toutes petites poussières. Mais depuis environ, je ne sais plus, 2-3 ans, la définition de l'IAU, donc c'est, je dirais, précisé, parce qu'avant c'était assez flou. Et donc maintenant, on appelle un météorite tout objet dont la taille est comprise entre 30 microns et 1 mètre. Donc ce qui tombe dans l'atmosphère terrestre, heureusement c'est assez rare, mais qui a une taille plus grande que 1 mètre est désormais considéré comme un astéroïde. Donc, comme je l'indique là, les météoroïdes en fait orbitent autour du Soleil avec une grande variété de trajectoires et de vitesses relatives par rapport à la Terre. Et parfois, parce que ces particules tournent autour du Soleil, donc avec des masses très petites, et donc elles sont influencées par la pression de radiation solaire, par la gravité des planètes géantes et ce genre de choses. Et donc leur trajectoire évolue très lentement au cours du temps, et à certains moments, elles peuvent entrer en collision avec celle de la Terre. Quand c'est le cas, elles pénètrent donc à très grande vitesse dans l'atmosphère terrestre. Et quand je parle de très grande vitesse, c'est compris typiquement entre 11 et 72 km par seconde. Quand ces particules rentrent dans l'atmosphère, en fait, elles s'échauffent, elles heurtent vers 100-120 km d'altitude, vers 80-120 km d'altitude, les particules, les atomes et les molécules de la haute atmosphère à très grande vitesse. Donc elles s'échauffent. La température monte typiquement jusqu'à 2000-2500 degrés Kelvin et ces particules sont en général complètement vaporisées vers une centaine de kilomètres d'altitude. Pour les plus grosses d'entre elles, on peut voir un phénomène lumineux au sol, c'est ce qu'on appelle le phénomène lumineux lui-même, c'est ce qu'on appelle le météore, ou plus communément l'étoile filante. Ce sont les étoiles filantes que vous pouvez voir de temps en temps dans le ciel. Pour les objets les plus gros, une petite partie peut survivre au passage dans l'atmosphère, donc tout n'est pas complètement vaporisé, et une petite partie peut à ce moment-là tomber au sol. D'abord, l'objet est complètement ralenti, et puis finalement, le petit caillou qui éventuellement subsiste peut tomber au sol et être retrouvé sous forme d'une météorite. Et donc, voilà, ici un exemple de météorite qui était, je pense, associé à un fameux événement de Chelyabinsk en Russie, si vous vous souvenez, il y a maintenant presque 6 ans, je crois. Là, on parlait d'un objet de 19 mètres de diamètre, évidemment, c'est quelque chose de totalement exceptionnel. Alors, comment peut-on observer? Alors, d'abord, pour préciser, le météore, c'est véritablement normalement le phénomène lumineux, mais par abus de langage, en radio, on parle aussi de météore. Donc, par la suite, je parlerai plus de météore aussi. Alors, comment peut-on observer au moyen de techniques radio ces fameux météores? Quand je l'ai dit tout à l'heure, donc ce météorite, quand il rentre dans l'atmosphère, heurte les particules de la haute atmosphère et vu son énergie cinétique très très grande, il les ionise. Donc les molécules et les atomes de la haute atmosphère sont ionisés. Et donc se crée dans le sillage de l'objet une traînée d'ions et d'électrons qui est un petit peu représentée ici. Vous avez ici l'objet en lui-même, disons, la traînée d'électrons qui se crée dans son sillage, et ici vous avez l'onde de choc à l'avant.
En fait, c'est véritablement sur cette traînée d'électrons qu'une onde radio peut se réfléchir. Le principe général est expliqué ici. Vous avez un émetteur et un récepteur qui est calé sur la même fréquence. Dans le principe le plus général, l'émetteur et le récepteur sont à de grandes distances l'un de l'autre. Ici, comme c'est illustré, le signal au niveau du récepteur, on ne peut rien capter parce que l'onde de sol ne peut pas arriver au niveau du récepteur vu que l'émetteur est en dessous de l'horizon. Mais en fait, le principe c'est qu'on émet aussi une onde de ciel. Donc, contrairement à n'importe quelle radio ou TV, on souhaite surtout émettre vers le ciel. Et on émet à une fréquence telle que l'ionosphère est transparente. Donc, l'onde radio ne peut pas se réfléchir sur les différentes couches de l'ionosphère. Donc, elle est essentiellement émise vers l'espace. Et donc, cette onde n'est pas réfléchie, sauf quand un météorite rentre dans l'atmosphère. Et la flèche jaune ici illustre la traînée d'électrons et d'ions qui se forment dans le sillage de l'objet. Dès lors, temporairement, vous avez une densité d'électrons suffisante pour réfléchir une onde radio. Ce sont en fait les électrons qui jouent un rôle parce que les ions sont beaucoup trop lourds pour pouvoir réfléchir de manière efficace une onde radio. Donc typiquement, ce qui se passe, c'est que les électrons sont excités par l'onde radio et comment un électron qui est excité réémet dans toutes les directions. Et une petite partie du signal repart vers le sol. Et donc pendant un bref instant, qui est lié à la durée de vie de la traînée d'électrons, au niveau du récepteur et sous des conditions géométriques sur lesquelles je vais revenir juste après, on peut capter un signal. Comme je disais, d'abord deux avantages des observations radio par rapport aux observations optiques, c'est que, on peut enregistrer en continu, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer 24 heures sur 24. On ne dépend pas du jour, évidemment. Les observations optiques ne peuvent pas se faire de jour pour les météores. Et on ne dépend pas du temps, puisque l'onde radio n'est pas du tout influencée par les nuages. Aussi, on est sensible à des masses beaucoup plus petites, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, seuls les météorites de grosse taille, enfin de plus ou moins grosse taille, peuvent produire un phénomène lumineux visible du sol, donc le fameux phénomène du météore. Par contre, toutes vont créer une traînée d'électrons sur laquelle l'onde radio peut se réfléchir. Ça dépend de la puissance qu'on émet, etc., évidemment. Mais grosso modo, on est sensible à des masses beaucoup plus petites, ce qui veut dire qu'avec des observations radio, on va détecter beaucoup plus de météores qu'en optique. Et la durée du signal que l'on reçoit ici, qu'on appelle en fait un écho de météore, dans le jargon, va en gros dépendre de la taille de l'objet, du météorite. Plus l'objet sera grand, plus la quantité d'électrons sera créée et plus longue sera la durée de vie de la traînée. Parce que les électrons, évidemment, à peine créés, la traînée, les électrons vont avoir tendance à diffuser dans l'atmosphère neutre ambiante. C'est ce qu'on appelle la diffusion en bipolaire. Typiquement, la plupart des échos de météores durent une fraction de seconde. Donc on les détecte pendant 1/10 à 3 dixièmes de seconde. Une caractéristique importante de cette réflexion, c'est qu'elle est spéculaire. Donc l'idée de ce slide, c'est de montrer une analogie optique et de dire que l'émetteur, c'est comme si c'était une source lumineuse et le récepteur, notre œil. La traînée d'électrons agit dès lors comme un miroir et le signal que l'on reçoit au niveau du récepteur provient essentiellement d'un point de la trajectoire, ce qui a un certain nombre de conséquences parce que d'abord, on peut calculer très facilement géométriquement la position de ce point. C'est une espèce d'application du principe de Fermat pour les ondes radio. On peut trouver la position de ce point, c'est le point P que vous voyez là, donc la trajectoire L du météore, la position R et T de l'émetteur et du récepteur. En fait, le point P de réflexion spéculaire, c'est le point le long de la trajectoire qui est tangent à l'ellipsoïde dont l'émetteur et le récepteur sont les foyers. Dès lors, ça a une certaine importance parce que ici, ce qui est indiqué en gris, ce qui est sur le slide indiqué comme étant la zone météore, c'est typiquement 80, 120, 110 km d'altitude. Pourquoi? Parce que plus haut, l'atmosphère terrestre n'est pas suffisamment dense et donc vous allez créer de l'ionisation, mais pas suffisamment pour réfléchir l'onde radio. Et plus bas, typiquement, pratiquement tous les objets sont déjà vaporisés et donc n'atteignent jamais des altitudes inférieures, on va dire à 90-85 km d'altitude. Donc, par conséquent, si vous avez un seul récepteur et un émetteur,
vous n'allez pas être capable de détecter tous les objets qui passent à proximité ou qui sont illuminés par, illuminés entre guillemets, par l'émetteur. Pourquoi? Parce que si le point de réflexion spéculaire est trop bas, ben, en fait, l'objet sera vaporisé avant d'atteindre ce point. Donc, aucun signal ne pourra être reçu au niveau du récepteur. Et par contre, s'il est trop haut, comme je l'ai dit, l'ionisation est trop faible et dès lors, on n'a pas un signal suffisamment fort. Donc, c'est un petit peu l'idée d'avoir créé un réseau, parce que pour un réseau, pour chaque configuration émetteur-récepteur, on va avoir un point de réflexion qui sera à une position différente le long de la trajectoire. C'est l'idée donc du réseau Brahms. Brahms a un émetteur dédié qui est situé au sud de la Belgique, au centre de géophysique du globe, à Dourbe, qui appartient en fait à l'IRM, à l'Institut royal météorologique. Et vous avez ici une photo de notre émetteur. En fait, c'est un simple, on le voit un petit peu mieux ici, c'est un simple dipôle croisé. On a juste rajouté un plan de masse qui est une grille métallique de 8 mètres par 8 mètres, parce que l'idée, comme j'ai dit, c'est d'émettre essentiellement vers le ciel. Et donc, ce plan de masse sert à changer, disons, le diagramme de rayonnement de l'antenne, de façon à ce qu'on émette le maximum de puissance vers le ciel et très peu au niveau du sol. Cela dit, on ne veut pas émettre tout à la verticale, on veut évidemment couvrir une zone, une superficie au-dessus de la Belgique et forcément du nord de la France, la plus large possible. La fréquence qu'on a choisie, c'est 49,97 MHz. Pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il y a un aspect pratique parce qu'on paye pour avoir cette fréquence, pour avoir le droit d'émettre chaque année. Pas énormément, mais on paye un peu. Et aussi, à peu près 50 MHz, l'ionosphère est totalement transparente. Donc, on ne peut pas avoir de réflexion parasite sur l'ionosphère. Donc, si on a des réflexions, ce seront sur des traînées d'électrons dues au météore. On émet 150 watts. Et alors, une des caractéristiques actuelles, mais c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement changer dans le futur, c'est qu'on émet une onde sinusoïdale pure, donc sans aucune modulation d'amplitude ou de fréquence. Donc, toute variation du signal qu'on détecterait au niveau du récepteur est due à l'interaction avec la traînée d'électrons. Au niveau, donc ce que vous voyez, les 26 points verts que vous voyez sur la carte sont en fait toutes les stations de réception qui sont actives à l'heure actuelle. Elles sont toutes identiques et elles utilisent des antennes Yagi 3 éléments, je vais y revenir. Alors elles sont essentiellement hébergées soit par des universités, voilà ici la photo de l'antenne sur le toit du bâtiment ici, soit, bon là c'est chez nous, dans le parc à Uccle, soit par des observatoires amateurs. Donc ici, vous avez l'antenne à l'Observatoire Centre-Ardennes à Neuchâteau, ou même des particuliers, comme c'est le cas là-haut à Maasmechelen. Voici une station de réception typique. Donc, je l'ai dit, une antenne Yagi 3 éléments. Pourquoi? Parce que c'est une antenne qui est assez... Bon, d'abord, qui évidemment est sensible à 50 MHz, forcément. On a choisi la taille de l'antenne pour ça, mais qui est directive, mais pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, comme on ne sait pas où les météorites vont tomber, on ne sait pas où les points de réflexion spéculaires vont se trouver, donc on veut couvrir là aussi une superficie du ciel la plus large possible. Maintenant, l'antenne, elle, par contre, est tournée vers l'émetteur, systématiquement. Cette antenne est connectée à... Alors, on utilise toujours des récepteurs. Pour l'instant, en tout cas, ça va probablement changer dans pas très longtemps, mais jusqu'à présent, on a utilisé des récepteurs de type analogique, des récepteurs commerciaux, ici un ICOM R75. À quoi sert ce récepteur? En fait, dans ce récepteur, il y a un oscillateur local, dont on choisit la fréquence à 49 969 MHz, c'est-à-dire 1 kHz plus basse que celle de notre émetteur. Et ce qui se passe au niveau du récepteur, c'est qu'on a le signal qui provient de l'antenne, qui est mélangé avec le signal de l'oscillateur local, donc ici le symbole du mélangeur. Et ce mélangeur donne à la sortie la somme et la différence des deux signaux en fréquence. Bon, on va avoir un signal à peu près à 100 MHz qu'on filtre, et avec un filtre passe-bas, on ne garde que le signal avec la différence des deux fréquences. Ce qui se passe donc, c'est que le signal qu'on enregistre au niveau de l'antenne, qui est à 49,97 MHz, se retrouve décalé en fréquence, mais inchangé, autour de 1 kHz. Et ce signal, à ce moment-là, peut être, parce que ceci est un récepteur analogique, donc à l'ancienne, ce signal, à ce moment-là, est échantillonné par après
par une simple carte son qu'on achète dans le commerce et qui est utilisée par les musiciens apparemment, mais qui est excellente. Il y en a certaines qui tournent déjà plus de 8 ans et on n'a jamais eu aucun problème de stabilité ou aucun problème quelconque d'ailleurs. Et on échantillonne à 5512 Hz. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceci coûte 30 €. Mais si on veut échantillonner le signal à 50 MHz, on doit l'échantillonner au moins à 2 fois la fréquence du signal. Hein, c'est le théorème de Nyquist. En pratique, beaucoup plus. Ici, on le fait, comme le signal est à peu près à 1 kHz, on échantillonne à 5,5, donc c'est très bien, c'est très facile, ça coûte 30 €. Si on voulait échantillonner à 250 MHz, ça nous coûterait plusieurs milliers d'euros par station, donc c'était évidemment pas possible. Un des avantages aussi, évidemment, c'est que, enfin, c'est pas véritablement un avantage, mais c'est que comme le signal est désormais décalé en fréquence autour de 1 kHz, il devient audible. Donc je vous ferai écouter tout à l'heure un exemple de données. Vous pourrez entendre des échos de météores. Alors c'est évidemment pas tout à fait ce qu'on entend, c'est pas le météore lui-même qui émet un signal. Hein, vous verrez tout à l'heure. Donc oui, alors la carte son est en fait pilotée par un PC, par un programme freeware qui tourne sur un PC où on enregistre les données chaque jour et elles sont envoyées automatiquement par FTP sur nos serveurs. Juste un truc supplémentaire, c'est qu'on utilise une horloge GPS, évidemment pas pour trouver la position de nos stations puisqu'on les connaît, mais par contre pour fournir une référence de temps. Donc elle envoie en fait un pulse par seconde, ce qui nous permet d'avoir une très bonne précision temporelle et qui nous permet surtout de synchroniser les données des différentes stations Brahms. Oui, je pourrais aussi rajouter un petit mot pour dire qu'on a un calibrateur. Donc on injecte nous-mêmes artificiellement un signal par un dispositif qui s'appelle le Brahms calibrateur et qui nous sert en fait de référence de fréquence et d'amplitude. Je le mentionne brièvement parce que vous le verrez apparaître, ce signal. Alors, comme j'ai dit, on échantillonne à 5512 Hz, on code sur 16 bits et on enregistre les signaux toutes les 5 minutes au format WAVE. Donc c'est véritablement un fichier audio, donc c'est pour ça que je pourrais vous le faire écouter aussi. Ce qui donne à peu près 3 mégas par fichier de 5 minutes, ce qui veut dire que chaque station génère 1 giga de données par jour. Ce qui fait évidemment pas mal de données qui ont été archivées depuis maintenant plus de 8 ans pour plus de 20 stations. Et voilà à quoi ressemble, voilà un exemple de données en fait. Voilà à quoi ressemble le signal qu'on enregistre. Vous avez ici l'amplitude en fonction du temps. Alors ici c'est 5 minutes, 300 secondes, mais c'est en nombre d'échantillons, donc c'est 1 600 000 échantillons à peu près. Et vous voyez que le signal qu'on enregistre est essentiellement, donc ici vous avez l'amplitude, donc vous avez des valeurs positives et négatives. Pourquoi? Parce qu'on émet, à la base, on émet un sinus. Donc forcément avec des valeurs positives et négatives. Et vous voyez que le signal qu'on reçoit, qu'on enregistre, est extrêmement bruité. Mais croyez-moi, là-dedans, il y a énormément d'échos de météores, en fait. Mais vous allez voir qu'en fait, on a beaucoup plus. Donc ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas véritablement l'amplitude, c'est plus la puissance, qui est montrée ici, qui est simplement le carré du signal initial. Mais un moyen de bien mieux visualiser ces données, c'est de faire une analyse fréquentielle. Donc, on prend la transformée de Fourier et on les accole les unes à côté des autres et on obtient ce qu'on appelle un spectrogramme. Donc ici, vous avez à nouveau, suivant l'axe X, 5 minutes de données, mais ici, en axe Y, vous avez la fréquence cette fois-ci, c'est-à-dire que la puissance, en fait, est codée en couleur. Donc ici, l'avantage par rapport aux données précédentes, c'est que vous savez comment la puissance est distribuée en fonction de la fréquence au cours du temps. Et du coup, on voit que la richesse du signal, on a beaucoup plus d'informations sur le signal parce que d'abord, on a centré cette image, ce spectrogramme, sur ce signal horizontal, donc à une seule fréquence, qui en fait est le signal direct qui provient de notre émetteur. Donc, malgré qu'on essaye d'émettre le moins possible au niveau du sol, pour certaines stations, certainement les plus proches géométriquement, le signal est quand même capté. Et quelque part, il nous sert aussi de référence de fréquence également. Donc ça, c'est la fréquence de notre émetteur qui apparaît aux alentours de 1 kHz, puisqu'on l'a, comme je l'ai dit tout à l'heure, rabaissé en fréquence. Et ce que vous voyez aussi, vous avez ces longs signaux ici, qui apparaissent avec des intensités différentes parfois. Ça, malheureusement, on n'a pas de réflexion parasite sur l'ionosphère, mais par contre, on a d'autres réflexions parasites. On a d'excellents réflecteurs d'ondes radio, qui sont en fait les avions qui passent au-dessus de l'émetteur.
et qui, pour nous, malheureusement, constitue une source de bruit et de signaux qui, évidemment, nous dérangent. Mais malheureusement, on ne peut rien y faire. Sauf s'il y a grève pendant la nuit, il faut regarder. Pour l'instant, on a probablement moins de signaux. Et alors, par contre, tout ce que vous voyez ici, notamment, d'abord ici, c'est très horizontaux, enfin, pardon, verticaux, très courts, dans le temps, je veux dire, sont en fait des échos de météores, donc ceux qu'on détecte le plus fréquemment, qui apparaissent essentiellement verticaux, parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la durée des échos de météores est typiquement une fraction de seconde. Donc, comme pour réaliser ce spectrogramme, on a besoin de faire une transformée de Fourier. Typiquement, ici, on l'a fait sur 16 384 points. Donc, on a, avec 5512 points par seconde, on a typiquement une résolution d'à peu près 3 secondes. Et donc, forcément, les signaux vont apparaître verticaux. Mais ceux-ci sont les signaux qui nous intéressent, des réflexions sur des échos de météores. Par contre, vous voyez aussi ces signaux beaucoup plus compliqués, beaucoup plus intenses aussi. Ce sont également des échos de météores. Alors celui-ci, c'est un spectrogramme que j'ai pris qui a été enregistré pendant les Perséides. C'est pour ça que vous avez ces échos qui sont en fait beaucoup plus intenses et beaucoup plus longs, qui sont dus à des particules plus grosses et donc qui provoquent plus d'ionisation et dont la durée est plus importante et la réflexion, donc la puissance que l'on reçoit est plus importante également. Alors en fait, je vais essayer de vous le jouer, ce signal. Alors, il faudrait recommencer au début. On va essayer. On va peut-être baisser un peu le son. Donc, voilà, là, vous venez d'entendre la... Non. Ça, c'est la réflexion sur l'avion. Non, on l'a probablement entendu, mais... Ce qu'on entend, évidemment, c'est le signal de l'émetteur. Vous entendez peut-être un petit peu également les réflexions sur les avions. Et vous entendez évidemment... Voilà. Là, on a entendu probablement celui-ci. Vous avez entendu un petit piou. En fait, ce signal, ce qu'on entend, c'est également l'effet Doppler, parce que vous voyez que certains échos apparaissent au-dessus, certains échos apparaissent en dessous. C'est dû à l'effet Doppler, parce que la traînée d'électrons sur laquelle l'onde radio se réfléchit se déplace à cause des vents en haute altitude, donc par rapport à l'émetteur et par rapport au récepteur. À un moment donné, on devrait arriver ici, et là je pense qu'on l'entendra clairement. Voilà. Et on peut peut-être avancer un petit peu. Est-ce qu'on va arriver à celui-ci? Donc, l'idée ici, évidemment, c'est pas... Je veux dire, ceci est bien pour les applications grand public, pour pouvoir faire entendre les échos de météores. Voilà, on est à celui-là, donc forcément la puissance reçue est beaucoup plus importante. Mais il est clair qu'au bout de quelques minutes, on en a vite marre. Donc en général, l'enregistrement dure... l'enregistrement se fait avec le son coupé, je vous rassure. Mais enfin, c'est juste pour illustrer le principe. Une autre chose que je voulais montrer ici, c'est que, évidemment, quand on fait la transformée de Fourier, vu qu'on échantillonne sur 5512 Hz, enfin 5512 Hz, c'est qu'on a accès à toutes les fréquences entre 0 et la moitié. Donc ça, c'est la fréquence de Nyquist. Donc on a en fait accès entre 0 et 2756 Hz. Et donc le signal que je vous ai montré juste avant et que je vous ai fait écouter, en fait, c'est juste une bande de 200 Hz ici, parce que c'est là que tous les échos de météores apparaissent, et des échos d'avion également. Le signal que vous voyez là, c'est le fameux signal du calibrateur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on injecte nous-mêmes artificiellement. Et puis vous voyez que tout le reste,
c'est essentiellement du bruit. Et c'est pour ça que le signal que je vous ai montré tout à l'heure, l'amplitude en fonction du temps, c'est essentiellement un signal bruité. Vous avez une sinusoïde, qui est le signal direct, sur laquelle viennent se rajouter des échos de météores, éventuellement des échos d'avions, plus essentiellement du bruit. Donc on enregistre, c'est un signal extrêmement bruité qu'on enregistre en fait. Alors les objectifs principaux, donc là je vais brièvement les mentionner et les expliquer. Donc, la première chose qu'on souhaite faire avec le projet Brahms, c'est de déterminer la trajectoire et la vitesse des objets, des météoroïdes qui rentrent dans l'atmosphère. Alors, je rappelle juste le principe de la réflexion spéculaire parce que c'est sur ça qu'on joue. Parce qu'effectivement, si on a des observations par plusieurs stations, donc ici, vous avez la traînée de météores. Donc, le météore se déplace dans ces directions-là. Ce plan-ci est en fait le plan de propagation de l'onde entre l'émetteur et le récepteur ici. Donc, l'onde se propage ici, se réfléchit au plan de réflexion spéculaire, qui lui, évidemment, est dans le plan. La traînée d'électrons, a priori, a un certain angle. Évidemment, on n'a pas de raison de se trouver dans le plan de réflexion de l'onde radio. Et par définition de la réflexion spéculaire, vous avez ici le demi-angle de réflexion. Et l'idée, c'est que si vous avez trois, par exemple ici, comme c'est illustré, trois stations de réception qui ne sont pas géométriquement au même endroit, vous allez avoir trois points de réflexion spéculaire différents le long de la trajectoire. Donc ça va se traduire par le fait que, voilà, que le point de réflexion spéculaire ici pour la station 2 se crée d'abord avant celui pour la station 1 et avant celui pour la station 3. Donc au niveau des données qu'on enregistre, on va d'abord détecter un signal au niveau de la station 2 et ainsi de suite. D'où l'importance, puisque l'écart ici va dépendre entre le temps que met l'objet pour passer de là à là, qui va dépendre de la vitesse, qui va dépendre de la trajectoire, etc. Mais typiquement, c'est une fraction de seconde jusqu'à éventuellement quelques secondes. Mais dans le cas de fractions de seconde, évidemment, c'est très important que nos données soient synchronisées avec les horloges GPS. Alors, ce qu'on souhaite faire une fois qu'on a reconstruit la trajectoire des objets dans l'atmosphère terrestre, c'est évidemment une des applications qui est plus astronomique dans ce cas-ci, c'est de remonter aux trajectoires après dans le système solaire. Donc, pour ça, on collabore avec des gens à Paris. Et au final, essayer d'étudier la distribution de la poussière interstellaire dans le système solaire et son évolution au cours du temps. Une autre chose sur laquelle on travaille, c'est l'étude de ce qu'on appelle le profil de météore. Le profil de météore, c'est vraiment la puissance du météore au cours du temps, en fonction du temps. Donc voici encore un exemple de signal enregistré. Ici, vous n'avez que 5 secondes de temps. Mais vous voyez donc à nouveau l'amplitude du signal extrêmement bruité. Et vous avez ici en fait un écho de météore. Quand on filtre ce signal, puisque dans le spectrum, vous avez vu que en fait, l'écho de météore n'apparaît que dans une gamme de fréquences bien précise qu'on peut déterminer. Donc on sait où on doit filtrer, on sait toutes les fréquences qu'on doit filtrer pour nettoyer ce signal. Bon, ici c'est l'amplitude, là c'est la puissance, mais l'idée c'est de filtrer ce signal de manière propre et intelligente et d'obtenir finalement le profil du météore, c'est-à-dire la puissance en fonction du temps. Et vous voyez qu'ici, la durée de l'écho de météore, c'est typiquement 2 dixièmes de seconde. Alors, la plupart des échos ressemblent à ceci, c'est-à-dire une montée très rapide du signal quand le point de réflexion spéculaire est créé, hop, la puissance tout d'un coup monte et atteint très rapidement un maximum, suivi d'une décroissance exponentielle qui est due à la diffusion des électrons, diffusion bipolaire des électrons dans l'atmosphère. Alors, si on étudie cette décroissance exponentielle, ça permet, parce que la constante de temps de la décroissance exponentielle dépend essentiellement des conditions dans la haute atmosphère, dans la mésosphère, vers 90-100 km d'altitude, donc les conditions de pression et de température. Donc si on a notamment, ce qu'on fait généralement, c'est d'utiliser un modèle de pression, et dès lors, à partir de la constante de temps, déterminer la température à ces altitudes-là. Parce que ces altitudes-là, c'est une région de l'atmosphère qu'on connaît très mal, parce qu'on ne peut pas l'accéder par ballon, elle est trop haute, et on ne peut pas y accéder par satellite parce qu'elle est trop basse. Donc en fait, le seul moyen de la sonder in situ, c'est généralement d'envoyer des roquettes, des fusées. Le problème, c'est que ça coûte cher, c'est que c'est une seule trajectoire et que c'est une fois de temps en temps. Les météores, en fait, ont l'avantage finalement de sonder cette région en permanence pour nous. Une autre application, c'est d'étudier le pic
le pic de puissance qu'on reçoit. Alors là, je vous ai ressorti une formule qui date déjà des années 60, hein, d'un bouquin de McKinley. J'y reviens ici. Parce qu'en fait, une fois qu'on a déterminé l'amplitude de ce pic, la puissance plutôt au maximum du pic, et qu'on utilise cette formule, en fait, on se rend compte de certain nombre de choses. Donc, c'est une formule assez complexe, mais en fait, au dénominateur ici n'apparaît que la géométrie du problème. Donc, que des facteurs qui dépendent de la géométrie, c'est-à-dire les distances entre le point de réflexion et l'émetteur et le récepteur, RT, RR, le demi-angle de réflexion dont je parlais tout à l'heure, et l'inclinaison de la traînée de météore par rapport au plan de propagation de l'onde, l'angle bêta. Donc, c'est-à-dire que quand on a retrouvé la trajectoire, ou une étude qu'on fait pour l'instant, quand on combine avec des données optiques qui nous donnent la trajectoire aussi, la géométrie est complètement connue, et dès lors, ce dénominateur est facile à calculer. Au niveau du numérateur, vous avez la puissance que l'on émet, qu'on connaît, qu'on contrôle, les gains d'antenne qu'on simule, la longueur d'onde qu'on connaît, le rayon d'Einstein qui est évidemment connu. Il reste deux paramètres. Le dernier, le sinus carré gamma, c'est en fait la polarisation de l'onde. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement on ne connaît pas puisque nos antennes sont des simples antennes Yagi. Donc à ce niveau-là, on est sensible qu'à une seule polarisation. Donc là, pour l'instant, on est obligé de faire des hypothèses. Donc on suppose qu'on reçoit 50% de la puissance, ce qui est raisonnable. Et dès lors, une fois qu'on a déterminé le pic et qu'on connaît la géométrie, on peut déterminer la densité d'électrons au niveau du point de réflexion spéculaire. L'idée, c'est que si on fait ça si par exemple 10 stations ont détecté l'objet, on a 10 points qui nous donnent la densité d'électrons le long de la trajectoire. Et dès lors, en combinant avec des modèles de rentrée dans l'atmosphère, on peut éventuellement, de manière indirecte, remonter à la masse de l'objet. Donc ça, c'est une des applications qu'on essaye de faire, notamment avec l'Institut von Karman. Une chose importante aussi, c'est d'étudier le flux de météoroïdes. Il y a différentes applications possibles. Je ne rentre pas dans trop de détails ici. Je ne sais d'ailleurs pas où j'en suis au niveau du temps. On devrait arrêter bientôt. Mais donc, c'est d'étudier la masse totale qui est déposée dans l'atmosphère terrestre. Selon les modèles, on arrive à 40 à 100 tonnes par jour, ce qui est très peu par rapport à la masse totale de l'atmosphère, évidemment. Une autre idée, c'est de déterminer les flux. C'est important, évidemment, pour tout ce qui est agence spatiale, pour déterminer les risques pour les satellites en orbite, puisque maintenant, on vit dans un monde où la technologie dépend de plus en plus des satellites. Donc, c'est essentiellement important. Donc là, vous avez par exemple un impact d'une toute petite particule sur un des panneaux solaires du Hubble Space Telescope, en fait. Et alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une des applications qui est plus aéronomie, puisque moi je viens de l'Institut d'aéronomie, c'est de mesurer la vitesse des vents en haute altitude, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que les échos de météores apparaissent en dessous ou au-dessus de la fréquence de l'émetteur, c'est simplement dû à l'effet Doppler, parce que la traînée d'électrons se déplace par rapport à l'émetteur et au récepteur dû à ces vents vers 100 km d'altitude. Donc voilà, je vais terminer ici. Je crois que je suis plus ou moins dans les temps. Donc je vous remercie pour votre attention. Et oui, ça c'est autre chose. J'ai encore un petit fichier à vous faire écouter pour terminer. C'est en fait un collègue français qui a pris des échos de météores, qui les a filtrés, il les a mis tous ensemble et a fait de la musique. Donc symphonie ou pas, je vous laisse juger. Voilà, je vous remercie en tout cas.